Amis de Morpheus Etica, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission où aujourd'hui j'ai rendez-vous avec deux mamans qui vont nous présenter leur association, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Bonjour. 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 Bon, vous êtes mes deux invités parce que, a priori, le nom de l'association, ça doit être le nom qui apparaît à l'écran, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Donc, vous êtes mes deux invités. Vous donnez simplement vos prénoms pour que les gens sachent qui parle. Et puis après, vous avez la parole pour nous raconter ce que vous avez créé. On commence par qui alors? Peu importe. Moi, c'est Elisa. Et moi, c'est Margit. Bon, laquelle qui commence des deux à parler? Je vous laisse le libre arbitre. Donc, on a créé une association qui s'appelle la Confrérie du Monde. On a eu des enfants mutuellement qui se sont fait enlever au mois de février. Donc, on a commencé par faire un collectif qui s'appelle Braise Placement Inclusif. Et ensuite, on a transformé ça en une association de 900. D'accord, mais c'est nécessaire en fait, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, n'est-ce pas, hein? Donc là, il y a beaucoup de placements abusifs. C'est rien de le dire, mais vous savez qu'on finit par être dénoncé. Moi, j'ai une chaîne qui est dénoncée parce qu'ils ne supportent plus les témoignages où je donne la parole à des gens qui subissent en fait. Hein, donc, il faut savoir. Mais, c'est ce qui nous arrive aussi un petit peu. On parle beaucoup, on manifeste en fait, on fait des manifestations silencieuses, et on parle un petit peu sur nos réseaux, et ça ne me plaît pas. Moi, ça ne me plaît pas à tel point qu'on aurait réduit les droits. Ça ne m'étonne pas, franchement, ça ne m'étonne pas. C'est une manière de faire, c'est une forme de chantage, hein, de toute façon, ce qu'ils font, il ne faut pas l'oublier. Oui. Hein. Donc là, vous, toutes les deux, vous avez des enfants qui sont placés. Oui, donc moi j'ai deux garçons qui sont placés de 12 et 14 ans, dont un en situation de handicap, qui a un TSA et un TDAH reconnu, qui est reconnu au niveau de la MDPH. D'accord. Et j'ai un petit garçon, donc mon petit dernier, qui a 12 ans. Donc j'ai 4 enfants en tout, hein, donc ce sont mes deux derniers. Et donc le petit de 12 ans qui a une hypersensibilité et qui a des angoisses déjà profondes suite à l'agression de leur père sur moi, qui a eu lieu au mois de novembre. Donc j'ai cherché de l'aide, comme toute maman bienveillante et aimante. J'ai cherché de l'aide et en fait je me suis fait enfoncer au lieu qu'on m'aide. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé mes enfants sous prétexte que... C'est sur des mensonges des services sociaux, on est d'accord? Oui, c'est sur mensonge, alors notamment d'un signalement d'une pédiatre qu'on avait vu en passant aux urgences pédiatriques de Rennes. Puisque le petit n'était pas bien, parce que son père insistait pour le voir, et ça avait provoqué des angoisses à tel point que mon fils n'était pas bien physiquement. Il avait des diarrhées, il n'était plus debout, il était tout pâle. Mon fils n'allait pas bien, donc je suis une maman aimante et bienveillante. Je vais suivre les conseils de mon médecin traitant qui m'avait conseillé d'aller aux urgences. Et je suis tombée sur cette pédiatre, pédiatre qui m'a diagnostiqué en 5 minutes. Elle m'a vu, elle n'a même pas vu mon fils en fait. Elle ne l'a même pas regardé, rien. Elle m'a juste diagnostiqué en 5 minutes en me voyant angoissée, arrivée angoissée aux urgences. Elle a diagnostiqué le syndrome de Munchausen sur ma tête. Putain, mais à chaque fois ils font ça, c'est incroyable. Donc ça veut dire que c'est une psychiatre que vous avez vue, c'est ça? C'était une pédiatre, c'est une pédiatre urgentiste en fait. Elle n'a pas de spécialité particulière. D'accord. Et donc, mais elle travaille avec les services sociaux alors? Alors, on a appris qu'elle travaille avec les services sociaux. Moi, il faut savoir que mon fils a été signalé, on a eu ce signalement le 26 février et mes fils ont été enlevés le 27 février, du jour au lendemain, par 2 gendarmes et 3 assistants sociaux. C'était extrêmement violent. C'était violent pour eux et pour moi parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. On m'avait dit qu'il y aurait une enquête, il n'y en a jamais eu à ce jour. C'est-à-dire qu'à ce jour, mes enfants n'ont toujours pas été entendus. Alors, est-ce qu'on peut imaginer... Moi, j'ai une imagination assez débordante, hein, d'accord? Mais comme vous avez un de vos deux enfants qui est classé handicapé, vous savez que l'enveloppe budgétaire du placement d'enfants n'est plus du tout la même quand l'enfant est handicapé. Oui, j'ai appris ça. Hein, d'accord? Un enfant normal, le budget, il est entre 7 000 et 8 000 euros par mois. Dès qu'un enfant est handicapé, le budget, il passe au-dessus de 22 000, 23 000 euros.
Ah, mais moi, on m'a clairement fait comprendre, l'ASE m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas prête de reprendre mon fils en situation de handicap. Ah ben voilà, donc ce sont des marchands d'argent pour moi. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'ils ont motivé ça dans une ordonnance pour le placement des enfants. Et est-ce que l'ordonnance, ils ont mentionné des choses qu'ont dit les services sociaux ou pas? Dans l'OPP, oui, dans l'OPP, il y a exclusivement les termes en fait qu'emploie la pédiatre. Et c'est là où on s'est rejoint avec Marjorie, puisque j'ai rencontré Marjorie sur quelques temps après seulement. Parce que moi, j'ai cherché de l'aide. Je ne connaissais rien à l'ASE, aux services sociaux avant qu'on place mes enfants. En fait, je ne connaissais absolument rien. Je n'avais jamais eu affaire à eux et jamais j'aurais imaginé avoir affaire à eux un jour. Et je cherchais de l'aide et j'ai rencontré Marjorie qui était aussi d'Ille-et-Vilaine, qui cherchait des informations également de son côté sur le même médecin. Sur le même médecin. Pourquoi? Parce que... Alors moi, c'est une petite fille de 4 ans. Il faut savoir qu'elle a été violée par son père, donc à l'âge de 3 ans. Donc j'étais déjà en bataille depuis un moment là-dessus, parce qu'on essaie de classer le dossier, parce qu'il faut savoir que son viol a été effectué dans le foyer de Saint-Grégoire. Donc du coup, un foyer de justice. Donc on essaie d'étouffer l'affaire parce que c'est malsain, ça montrera les défaillances de la justice. On va protéger ma petite fille. D'accord. Et elle fait des infections urinaires régulières depuis, parce qu'elle a des séquelles comme tout enfant qui est abusé. Donc j'avais demandé au service de l'hôpital ici un pédiatre pour son infection urinaire. Et j'ai eu un coup de téléphone d'une certaine docteure du CHU de Rennes, une pédiatre, la même, qui m'a dit qu'elle pouvait bien voir ma fille. Et elle a vu en tout et pour tout ma fille 5 minutes, parce qu'elle a essayé de la déshabiller violemment. Donc ma fille ayant des séquelles, on ne peut pas la déshabiller violemment. Et ma fille lui a fait un coup de pied, moyen de défense, c'est une enfant de 4 ans. J'ai pris ma fille, et dans le rapport, elle a marqué que les cheveux de ma fille étaient coupés de façon différente, que c'était sûrement de la maltraitance venant de la maman. Il faut savoir que ma fille, elle a les cheveux frisés naturellement. Elle ressemble un peu à Charlotte Denver, enfin elle ressemblait. Parce qu'aujourd'hui, ma fille, elle est complètement vaseuse. Elle a les yeux dans le vague et je crois qu'on lui donne des neuroleptiques parce qu'on m'a carrément substitué mon enfant de la sécurité sociale et je n'ai plus aucun accès médical. Je me cache tout en sachant que j'ai l'autorité parentale. Ils ont aussi donné des visites aux pédophiles, donc ma fille double peine, et parce qu'ils disent en fait qu'il faut vraiment recréer le lien père-enfant, tout simplement. Je m'excuse, je me fais Oui, allez-y. On va revenir, c'est pas grave. Donc là, vous êtes dans le même département, vous êtes dans l'île-et-Vilaine. Oui, on est dans le 35, mais en Bretagne. Donc vous n'êtes pas tellement loin d'où je suis, moi. Vous savez où je suis, moi, non? Non. Alors, je suis à Laval. Ah oui, effectivement, oui, je l'avais vu, effectivement. Oui, on n'est pas loin. On est juste... pas plus loin, d'accord? Et d'ailleurs, j'avais un rendez-vous à Rennes la semaine dernière avec une autre maman, donc qui va faire aussi un autre témoignage, en fait. Voilà, donc c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc là, vous avez créé une association toutes les deux, c'est ça pour vous? Oui, on a d'abord monté un collectif. D'ailleurs, c'est l'association qui est ici. Donc ça, c'est notre boulot. D'accord. Donc au niveau des surnoms, que ce soit sur tous les réseaux, moi je m'appelle Lou. Ouais. Et Elisa, c'est Catherine. D'accord. Alors moi, pour que les gens comprennent bien, d'accord, vous avez eu 2 jugements de placement d'enfants, toutes les deux, chacun le vôtre. Oui. Est-ce que vous avez la copie des rapports des services sociaux qui ont permis ça ou pas? Non. Alors, moi, j'ai été le voir au niveau des dossiers directement au tribunal. Donc, j'ai été écœurée d'apprendre que ma fille qui avait déjà subi des actes sexuels par son géniteur, on s'est aussi permis de lui tripouiller ses parties génitales avec un médecin pénible. Donc, qui n'est pas adapté du tout, mais ils se sont amusés à faire ça. La référente de la SEU, elle a déclaré clairement que ma fille est très calme au moment de l'entretien, et quand on regarde dans le rapport, ma fille se protégeait avec les mains des parties génitales. Oui, c'est
encore Donc, ils ont tout modifié. Ils essayent de redonner du droit au monsieur, parce qu'il n'a pas d'autorité parentale, il a fait de la prison, enfin, détention provisoire 18 mois déjà. Et comme il m'avait fait subir violence conjugale, séquestration, il y a acte de barbarie, il y a viol sur ma personne, la juge a estimé que je faisais un amalgame entre mon viol et celui de ma fille. D'accord. Par contre, Alors, je suppose que vous avez des pièces qui justifient tout ce que vous dites. Hein, je suppose que vous pouvez avoir déjà pas mal de preuves. Ah oui, et, on vient toutes les deux de faire des inscriptions en faux d'écriture publique. Ouais. Il faut savoir que c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde en fait, tout le monde a le droit d'en faire. On n'est pas obligé de passer par un avocat pour le faire, il faut juste avoir le document sur lequel on se base pour attaquer. Moi, en l'occurrence, j'ai fait une inscription de faux pour l'OPP qui a servi au placement de mes enfants. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur des faux en écriture, sur un signalement qui n'existe pas, parce qu'ils ont marqué sur l'OPP un signalement qui date de 2022 que j'ai jamais vu en fait, et ils ne l'ont pas non plus. Moi, quand je réclame les pièces, en fait, tout est bloqué. Tout est bloqué. Quand je vais voir au tribunal, j'ai été la veille, donc c'était le 11 mars. J'ai vu certaines choses qu'ils avaient écrites, mais en fait, il n'y a pas le rapport, il n'y a pas le signalement de pédiatre en question. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment pour parler de ce qu'on appelle des rapports des services sociaux, on ne vous communique jamais la copie des rapports. Hein, parce que il faut savoir que si jamais vous aviez la copie d'un rapport qui dit des mensonges, ça foutrait en l'air le jugement qui a été rendu du placement des enfants. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait invoquer ce qu'on appelle l'escroquerie à jugement, pour faux en écriture, justement. Oui, ben nous, c'est ce qu'on a évoqué. On a fait un faux en écriture. Parce qu'on a les preuves que ce qu'ils ont mis dans l'OPP et tout ça dans le jugement, c'est faux. Nous, on a les preuves. On a déposé un dossier comme ça de preuves au TGI. Et c'est accessible à tout public. C'est important d'avoir des preuves. Ça, je peux vous dire que vous avez bien fait de faire ça. C'est très important. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas entendu. Sur les preuves sont déposées. Les preuves ont été données le jour du jugement. Moi, j'ai passé 15 jours avant le jugement à récolter toutes les preuves de tous les côtés, des médecins, des certificats médicaux, les témoignages, parce qu'on m'accuse. En fait, moi, je suis passée du statut de victime de violence conjugale au statut d'accusée du jour au lendemain. C'est-à-dire que je me suis retrouvée accusée sans possibilité de me défendre. C'est-à-dire qu'en France, l'ASE, elle accuse le parent protecteur. Vous savez, en France, il y a comment on appelle ça, le principe de précaution qui dit que nul n'est coupable, il y a la présomption d'innocence. Là, il passe par-dessus. Voilà, à l'ASE, ça n'existe pas, la présomption d'innocence, c'est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que le parent protecteur qui essaye de défendre son enfant, il est automatiquement coupable et il doit se défendre tout seul. Et même quand il apporte les preuves de ce dont on l'accuse est faux, les preuves ne sont pas regardées par les juges parce qu'ils ne se basent que sur le rapport de l'ASE. Et c'est ça que nous, on essaye de montrer que c'est pas normal, quoi. Il faut savoir qu'il y a un dossier, sur le monsieur en question qui est pédophile, de 2007 à 2020, de violence conjugale et puis de viol, qui est encore dans le pénal, en instruction, donc il n'y a pas accès. D'accord. Et quand il est sorti de prison, donc avec ses 18 mois de détention provisoire, ensuite on s'est fait tirer dessus, moi et mes enfants, il a été couvert par son employeur, du coup classé sans suite. Et quand il y a eu le viol de ma fille, comme c'est dans un foyer de l'État, automatiquement, ils ont encore classé sans suite. Et là, on a fait une juge de mise en état pour essayer de réouvrir un dossier, mais on aura le délibéré comme autre. Alors, je vous explique, moi, ce que je fais. Souvent, quand vous avez des preuves dont ils ne tiennent pas compte, parce qu'ils s'amusent à pas en tenir compte, je fais exprès d'avoir des copies, de les publier au bout des témoignages. Et ça, je peux vous dire, ils ne supportent pas. Hein. Ils ne supportent pas qu'on balance des preuves. Ah oui. Comme les preuves, ils les dissimulent, ils ne veulent pas en tenir compte. Quand vous faites un témoignage et qu'en plus on publie des pièces qui prouvent ce que vous dites, alors là, ils ne supportent pas. Ah oui, mais moi, ils ne m'ont tellement pas supporté qu'ils m'ont réduit les droits. C'est ce que j'ai fait il y a une semaine et demie parce que j'ai fait 2 inscriptions en faux. J'ai fait la première pour l'OPP, j'ai fait une deuxième la semaine dernière pour la réduction de mes droits. Et comme c'est, en fait, quand on fait une inscription en faux, il faut que ce soit rendu public. Donc, on doit distribuer des flyers indiquant au peuple qu'il a accès aux preuves. C'est-à-dire que les gens,
Alors, c'est ce qu'on aimerait aussi faire comprendre aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que nous, on les distribue, les flyers, mais les gens, il faut qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité d'aller consulter les preuves au tribunal. Et plus il y aura de monde qui ira consulter ces preuves de nos dossiers, moins les juges et les magistrats pourront les cacher, ces preuves-là. Parce que là, pour l'instant, elles sont au TGI, mais on ne sait pas si elles sont remontées plus haut. Parce que nous, on essaie d'atteindre plus haut, en fait. Bien sûr. Alors, si, moi je vous dis comme ça, si jamais vous aviez un jour besoin que je fasse un montage clip à utiliser en montant toutes les preuves que vous avez, je m'amuse à vous le faire pour vous, hein. Franchement, moi je suis entièrement pour. Oui, moi aussi. Parce que moi je suis vraiment dans un état très inquiet, parce qu'en fait, ils essaient d'avoir des pièces d'identité de ma fille, et monsieur veut la sortir du territoire. Donc, s'il récupère une autorité parentale, alors que pour l'instant, il n'en a pas, ou des documents, il pourrait la sortir illégalement de France. Ouais, là, on est dans l'urgence de... Et elle n'a que 4 ans. Donc, moi, je n'ai pas envie que ma fille disparaisse. Qu'on soit très clair. On va faire une chose qui va être importante, d'accord? Vous avez mon email. Vous êtes capable de me faire suivre des pièces. Si vous me faites suivre des pièces, ce que je vais faire des montages clips informatifs, d'accord? En transformant des PDF en images, et pour que les gens puissent les lire. D'accord? Ça sera des preuves qui seront, on va dire, incontestables. Et ça, c'est pour vous aider. Après, il y a deux manières de faire. Il y a les clips que je vous envoie des documents. J'en fais un pour Elisa et un pour Marjorie, pardon, ça m'échappait. Donc, je vous fais chacun vos documents à vous, d'accord? Vous les utilisez comme vous voulez. Mais en plus, ce qu'on peut faire, on pourra faire, quand les clips seront faits, d'accord, un autre petit rendez-vous pour expliquer les pièces. Et vous, on les mettra derrière, il y aura une deuxième vidéo avec toutes les pièces qui seront derrière. Est-ce que ça vous convient comme stratégie? Oui, moi ça me convient. D'accord. Donc là, pour l'instant, vous êtes toutes les deux dans votre association. Est-ce que vous avez réussi à trouver d'autres mamans victimes ou pas du tout? Hein? On a donc en fait, on a beaucoup de mamans donc on a beaucoup de dossiers placement abusif. Donc on les réunit au maximum. On a des psychologues qui se cachent derrière, avocats, éducateurs spécialisés en SMP. Tout ce monde-là va travailler avec eux pour justement les soutenir, parce que comme ils font en sorte d'acheter les parents, on a remarqué que beaucoup de mamans, c'est fou. Donc ça va être surtout de l'entraide, cette association, et sortir le maximum d'enfants. Parce qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui sont emprisonnés, parce que je parle de prison, parce que même les prisonniers ont plus de droits que les enfants. D'accord. Et il faut les sortir de là. Oui, nos enfants ne sont pas entendus. Ils essayent pourtant de parler. Ils sont des enfants qui, depuis le placement, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent rentrer, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont placés. Ils emploient des termes comme prison, danger, c'est des termes que eux emploient. Ils demandent tous les jours à rentrer. Moi, j'ai mon fils qui est en situation de handicap, où il y a un certificat de sa neuropédiatre qui le suit depuis plus de 3 ans, qui a noté noir sur blanc pour la juge avant le jugement qu'il ne fallait surtout pas qu'il soit placé parce que ça allait aggraver ses troubles. C'est marqué noir sur blanc. La juge n'en a pas tenu compte une seule seconde. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Ça fait 2 mois aujourd'hui que mon fils est placé et que ses troubles se sont aggravés. Mais à un point où je ne sais même pas si je vais pouvoir récupérer mon fils dans un état dit à peu près normal. Attention, donc on est dans une situation qui est grave parce que l'État met nos enfants en danger. Mais si vous et avez que personne les écoute. Si vous avez un document médical qui interdit qu'on place votre enfant et que le juge il passe par-dessus, d'accord, ça veut dire que vous avez le droit d'engager la responsabilité du juge sur les conséquences de l'enfant. Il faut le savoir. Moi, j'ai ma petite de 4 ans. Chaque fois que je vais la voir, elle me supplie de prendre soit ma veste, soit mon pull. Elle me dit que c'est pour se protéger. Quand je lui dis se protéger de quoi, elle regarde la référente de l'ASE et elle baisse la tête. Donc, elle a 4 ans, elle sort le mot protéger, ce qui n'est pas normal déjà. Et à chaque fois que je l'ai... la dernière fois que je l'ai vue, elle avait un hématome au niveau du front, elle avait des griffures au niveau du visage, et j'ai des photos. Et bien sûr, on me dit qu'elle n'a rien du tout. Ah oui, parce que ça, ils sont doués pour nous dire que nos enfants vont très bien.
ah oui, ils ont passé une bonne journée. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'avais droit aux appels médiatisés. Hein. Oui, bah, il a fait de la piscine, il a bien mangé aujourd'hui. Oui, ce qu'on ne dit pas, c'est peut-être que le gamin, il a pleuré toute la soirée. Hein, que ses angoisses sont là. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est peut-être que mon fils en situation de handicap, il est à bout. Parce qu'il doit compenser sans arrêt. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez des troubles neurodéveloppementaux, bah, vous compensez pour vous adapter à ce que la société vous demande. Et quand mon enfant, en fait, il ne pouvait décompenser que chez moi, à la maison, avec moi. Donc, c'est pas avec les éducateurs qu'il va pouvoir décompenser. C'est pas possible. Moi, pour dire quelque chose à mon point ou l'isolement, c'est que quand j'ai été consultée de dossier, j'ai appris que la référente de la semaine avait, parce que moi, il faut savoir que j'ai 7 enfants et que je suis grand-mère. Et j'ai quand même appris que le père de mes garçons, donc de mes petits, était décédé. Donc, il est encore vivant. Donc, c'est quand même des choses qui sont aberrantes que je vois marquées. On m'a inventé une vie qui n'est pas la mienne. Et j'ai encore tous mes autres enfants à la maison. Ils m'ont vraiment pris que ma fille qui a été venue. D'accord. En sachant qu'il y a l'épreuve médicale, il y a l'épreuve psychologue, le signalement des associations aussi pour la protection de l'enfance qui ont fait. Et il n'y a rien qui est entendu. Alors, on va être très clair. Puisqu'ils ne veulent pas comprendre ce que vous dites, s'ils ne veulent pas tenir compte des pièces que vous avez communiquées, d'accord, on va faire des montages clips qu'on va faire circuler. Comme ça, vous verrez, hein, d'accord. Je sais faire ça et je le fais en permanence. Je peux même vous dire qu'une fois, je vais vous donner un exemple très simple. Hein, donc, dans un jugement qui a été rendu, une juge avait replacé l'enfant, la fille, chez le papa. Or, le papa, il avait été condamné pour acte de pédocriminalité. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un montage clip du jugement qu'elle m'avait envoyé. Elle m'avait envoyé le jugement du papa qui avait été condamné. Et j'ai fait un questionnement. J'ai transformé le jugement en vidéoclip en demandant à la juge si elle était au courant de ce jugement ou si elle cautionnait la pédocriminalité. 3 jours après, elle a enlevé l'enfant au papa. 3 jours après. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des preuves, que vous montez des images, que vous envoyez, pas une accusation. J'ai fait un questionnement. D'accord? Elle a très bien compris que le questionnement, c'était une forme d'accusation. OK? Par rapport à la pièce qui était jointe. Et là, je peux vous dire que si vous avez des preuves qui sont le contraire de ce qui a été dit dans les jugements, qui prouvent, par exemple, des abus, des mensonges, de la tromperie, hein, on fait des images, je fais des clips, et vous les utilisez comme vous voulez. Mais, en plus, on refera une émission où on publiera tous les documents clips que j'aurai faits. Ça vous convient? Merci. Merci beaucoup. Donc là, après, il faudra m'envoyer les clips, les images, pardon, pour que je fasse des montages en fonction des pièces qui peuvent prouver un jugement qui a été rendu mensonger. Hein, si vous avez un mensonge à tel endroit et que vous avez la pièce qui dit le contraire, croyez-moi, ça ne les fait pas rire du tout. Hein. À partir du moment où vous avez des preuves, quand vous avez des certifications médicales, quand un enfant a été victime de pédocriminalité et que vous avez en plus des actes médicaux qui le prouvent, il ne faut pas s'en priver pour publier. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Nous, on est d'accord, parce que de toute façon, on l'a rendu public en le mettant au tribunal. Et ce qu'on a peur, c'est qu'effectivement, ce soit bloqué en bas, quoi. Enfin, au niveau des magistrats qu'on attaque, et que ça ne remonte pas. C'est l'intérêt d'avoir des preuves, que les preuves, bien sûr, quand elles sont déposées au greffe d'un tribunal, on ne sait pas si elles vont être vues, on ne sait pas si elles vont être utilisées, on ne sait pas si... Alors que si vous prouvez que vous avez déposé et qu'en plus vous faites des clips en montrant toutes les pièces qui ont été déposées, d'accord? Vous envoyez ça au tribunal, vous envoyez ça au greffe et vous dites que vous faites de la communication, croyez-moi, ça peut changer la donne. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, j'espère parce que on a décidé de continuer à se battre et de ne pas se laisser faire. Alors, il y en a beaucoup au début qui me disaient qu'il fallait lisser dans le sens du poil, l'azur, faire aller dans leur sens, etc. Mais nous, on n'est pas comme ça, en fait. Moi, je suis désolée, je suis une personne qui ne supporte pas l'injustice, et encore moins quand elle concerne mes enfants. J'ai eu
beaucoup de combats dans ma vie, je ne m'en suis pas cachée. J'ai même écrit une autobiographie qui est sortie l'année dernière. Donc, pour dire à quel point je me cache pas de ce que j'ai vécu, parce que je suis fière d'être sortie de ces combats-là. Marjorie, ses parents, il y a eu beaucoup de combats dans sa vie, et ça nous a forgés. Et je dis toujours, en fait, quand mes enfants ont été enlevés, je me suis toujours dit, c'était le combat qu'il ne fallait pas me faire faire. Parce que là, on est devenus pire que des loups, si vous voulez. Les loups, qu'est-ce qu'elles font? Elles protègent leurs meutes, leurs bébés. Et elles attaquent si on les attaque. Et c'est comme si on nous avait arraché nos enfants. Donc, c'est pas possible. Non, mais on ne peut pas rester silencieux. Alors, vous avez raison, parce que moi, personnellement, par rapport au témoignage que j'ai, par rapport à la parole que je donne à plein de mamans, on s'aperçoit que le mécanisme, il est le même dans tous les départements. On a systématiquement affaire à un contradictoire où quand vous amenez vos arguments, on ne vous les écoute pas, on ne les regarde pas, vous n'avez pas droit à la parole, et il n'y a que les services sociaux qui ont le pouvoir vis-à-vis du juge des enfants. C'est ça. C'est toujours comme ça. Donc, et ça, oui, puis ça se passe en huis clos. Ça se passe en huis clos, mais il y a quand même une violation du contradictoire. Bah oui. Moi, quand un service social il fait un rapport qui vous accuse, mais dont vous n'avez pas la copie de ce rapport, non, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport, il viole le droit, il viole le contradictoire, et vous n'avez pas le droit de vous défendre. Ça, c'est abusif. Ouais. Il faut bien continuer de le dénoncer. C'est pas normal. Ouais. Parce qu'ils veulent nous faire taire, mais moi, je suis désolée, je ne me tais pas. Donc, j'ai fait l'inscription en faux parce qu'il faut voir à la dernière ordonnance pour réduire mes droits. Il faut voir tout ce qu'elle dit. En fait, il faut savoir que la responsable ASE qui a rédigé, je dis bien rédigé cette ordonnance, parce qu'il faut savoir aussi que ce sont les responsables ASE et les services sociaux d'aide à l'enfance qui rédigent des ordonnances, ça passe le matin, le midi, ils font tamponner au greffe, et le soir, ils appellent le parent tout fier en disant « vos droits sont réduits ». Sans que le parent puisse retourner, du jour au lendemain, vous avez vos droits qui sont réduits, alors vous ne comprenez pas d'où ça sort. Et vous n'avez même pas le temps d'apporter vos preuves ou quoi que ce soit. Donc, je dis bien la responsable de l'ASE qui a rédigé le rapport, c'est-à-dire que la juge, je ne regarde même pas si c'est vrai ou pas. Et en fait, il faut savoir qu'elle l'a fait 3 jours à peine après un entretien que j'ai eu avec elle au CEDAS. Entretien qui a duré pour tout et pour tout 26 minutes. Qu'elle n'a pas apprécié, qu'elle a voulu écourter parce que je ne me suis pas laissée faire et que j'ai enregistré cet entretien-là. C'est-à-dire que moi, cet entretien, je l'ai fait valider par un huissier de justice et je l'ai utilisé comme preuve que j'ai déposé au tribunal. C'est un entretien que je veux qu'il sorte. C'est excellent, ça. Ça, c'est excellent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Mais là, cet entretien, je veux qu'il sorte parce que la responsable de l'ASE, elle se contredit, elle me menace dedans. Elle me menace clairement de réduire mes droits au vu de ma position. Donc, je lui dis, quelle position, madame? Elle me dit, là, vous mettez des tracts partout, vous faites des manifestations. Je dis, mais madame, c'est un droit. On est dans un pays de droit français. Voilà, on a le droit de manifester, en fait, en France. Donc, sous prétexte que je manifeste de façon publique, elle m'a menacé de réduire mes droits. Et 3 jours après, mes droits sont réduits. Ça, vous l'avez enregistré, ça? Vous l'avez enregistré? Ah oui, mais moi, il est certifié par un huissier, cet enregistrement, et je veux qu'il sorte de partout. Ce qu'on pourra faire, on pourra faire rien qu'un clip avec l'enregistrement et la certification de l'huissier. Voilà. Ah ben, je peux vous dire que oui, ça ne va pas leur plaire, mais je suis tout à fait d'accord. Ah ben alors parce que là, ça montre très bien comment on est manipulé en tant que mère. En plus, on est toute seule face à 3 responsables. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas le droit à la parole parce qu'elles savent déjà ce qu'elles vont vous dire. Elles vont vous écraser. Alors moi, c'est pareil. Il y a un enregistrement fait donc il y a un enregistrement fait du viol de ma fille parce que j'avais installé une montre connectée sur ma fille dans le film parce que je n'avais pas confiance. On entend ma fille hurler à mort parce que c'est une enfant de 3 ans qui est en train de se faire violer. Il n'y a personne qui intervient. Ils disent, donc la déclaration de tous les tribunaux, gendarmes, ma fille, quand elle crie, non, elle est genoux. C'est marqué qu'on entend un coup d'oiseau et qu'on ça va. Alors qu'on entend pendant 1 heure, donc ça a été, il y a des médecins qui ont écouté, psychologues, qui ont confirmé l'enregistrement, des avocats ont confirmé l'enregistrement, mais par contre, au niveau tribunal, et tout le reste, c'est pas audible. D'accord. Par contre, vous avez... J'ai déjà aussi un document qui a été... donc un journaliste qui a fait, vous pouvez regarder, c'est dans 20 minutes,
C'est le journaliste M. Camille Alain qui a déjà fait un petit documentaire par rapport à mon histoire. Donc avec évidemment le changement de nom et tout ça pour protéger les enfants aussi. D'accord. Mais en tout cas, moi je vous dis, hein, si vous avez des documents, si vous avez des preuves qui peuvent justifier ce que vous dites là aujourd'hui, d'accord? Ah oui, oui, on a ça. Moi j'ai déposé 500 pages au dernier. Moi je ne sais pas comment je donne la peine, mais déjà en fait, vous savez ce qu'elle nous a dit, la greffière, quand on est arrivé, parce que le premier coup, on l'a déposé toutes les deux. Il faut voir, c'est pire que dans l'Astérix et les 12 travaux. C'est-à-dire qu'on nous balade de service en service, ils ne savent pas où il faut aller parce qu'ils n'ont jamais eu à faire des inscriptions de foi à l'écriture publique. Alors, on est quand même dans un TGI d'un département, voilà, enfin, c'est pas rien, quoi. C'est-à-dire que déjà, à la base, ils ne connaissent même pas leur métier. Donc, excusez-moi, mais c'est pas que j'attaque, mais voilà. C'était au TGI de Rennes? Oui. Donc, ils nous baladent de service en service parce qu'ils ne savent pas qui c'est qui doit tamponner, ils ne connaissent pas ce que c'est, etc. Bon, bref, 1h30 plus tard, on arrive devant la greffière. La greffière qui nous regarde de travers, à moitié en soufflant parce qu'elle voit le document en vidéo comme ça, qui se fait en double. Il faut savoir que c'est fait en double à chaque fois. Et elle doit les vérifier. Et là, qu'est-ce qu'elle te dit? À un moment donné, elle te dit mais est-ce que vous êtes au courant que dans sa carrière, en fait, elle explique oui, que ceux qui ont fait des inscriptions faux, ils finissent en prison. Ah, oh, le chantage. Ah oui, mais elle en menacé clairement. Elle a dit moi, j'ai pas elle a dit ça. Oui, elle nous a dit que c'était que quoi qu'il arrivait, ça m'étonnerait que le dossier, puisque de toute façon, toutes les inscriptions de faux qu'elle avait vues, ils finissaient tous les gens enfermés. Donc, ça veut dire prison, je pense. Voilà. Donc, en gros, on nous menace. Ça veut dire quoi? Elle est en train de vous dire qu'elle vous faisait un chantage au dépôt des pièces. C'est ça. Et moi, quand j'y suis retournée 10 jours après pour ma deuxième inscription faux, elle a tiré une tête comme ça. À chaque fois, elle nous dit « Vous êtes sûre ?» Donc, je dis « Oui ». Et en fait, juste après qu'elle ait eu fini de me tamponner le papier, elle a fermé son bureau, alors qu'elle venait d'arriver, c'était le matin. Elle a fermé son bureau. Voilà, après, je ne fais pas de suspicion ou quoi que ce soit, mais je pense que dans l'heure, les magistrats étaient au courant. Peut-être 5 minutes après, je pense. Alors, vous savez, quand vous avez une démarche de défense, parce que des gens qui réagissent comme vous, il n'y en a pas tant que ça, hein, d'accord? Il y a plein de gens qui subissent, et entre ceux qui croient que la justice va vraiment se faire, il y a plein de gens qui se font avoir, hein, plein. Ah ben. Là, moi, il faut savoir déjà qu'il y a une chose qui n'est pas normale, c'est que depuis 2020, donc il est sorti de prison en février 2022, je suis quand même toujours sous TGV, donc on me dit que je n'ai pas à me plaindre, et qu'il ne faut pas se plaindre parce que je suis un suivi judiciaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il va pointer à la gendarmerie, et pourtant c'est un vieux fait qui se prononce. D'accord, donc, mais ça, si vous avez un jugement de condamnation, on peut faire un clip pour l'envoyer au juge, hein, pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Hein. Parce que moi, quand j'ai des preuves qui sont incontestables, que vous vivez un abus de droit, un non-respect de vos droits, je fais exprès de communiquer les pièces. Parce que des fois, vos preuves, on ne les utilise jamais. Ils les regardent même pas. Non, mais nous, c'est pareil. C'est pas utilisé. Nos plaintes ne sont pas remontées. Moi, on me bloque toutes les plaintes que j'ai voulu faire. Les signalements pour maltraitance, parce que nos enfants sont maltraités à l'heure actuelle, c'est même pas pris. En fait, on nous connaît. Moi, je connais la gendarmerie de ma ville. Ah, mais madame Natel, mais alors vous, c'est même pas la peine de continuer parce qu'on sait déjà que ça ne sera pas remonté, quoi. Donc tout est bloqué. Alors, il y a. Non, puis moi, il faut savoir qu'il y a eu quand même des tirs sur ma maison et donc sur moi et mes enfants, qui m'ont dit que ça ne pouvait pas être vicieux parce que c'était tiré à 23h du soir ou 3h du matin. Apparemment, il doit coucher avec l'employeur. Et quand j'ai regardé le petit dossier de lui, il a déclaré que son sport favori était la chasse avec son employeur. Donc, ils ont dû me prendre pour une gazelle. Ah, d'accord. Donc, voilà, ça leur fait pas de soucis. Après, il y a aussi des affaires hallucinantes. Moi, mes enfants, depuis le 27 février, donc depuis qu'ils ont été enlevés le 27 février, ils ne sont toujours pas retournés à l'école. Ils sont déscolarisés. Alors qu'on m'accuse, moi, de les avoir déscolarisés. Alors que non, le petit avait manqué 6 jours parce qu'il était angoissé, qu'il n'était pas bien à cause de son père. Et là, depuis le 27 février, personne ne s'inquiète qu'ils reprennent ou pas. Non. Pareil, les suivis médicaux sont arrêtés. Le petit est traumatisé, les suivis médicaux sont arrêtés. Ils savent faire les inversions, hein.
Ah oui, complètement. Moi, on m'accuse de surmédicaliser mes enfants. Syndrome de Munchausen, donc je ne sais pas si les gens savent, hein, c'est quand la mère invente des maladies à ses enfants. C'est vraiment intéressant. Donc c'est une maladie psychiatrique qui doit être diagnostiquée par un psychiatre. Sauf que moi j'ai été diagnostiquée en 5 minutes, hein, juste on voit mon visage, voilà. Donc on m'accuse de surmédicaliser mes enfants, d'avoir un suivi trop important, alors qu'il faut savoir quand même que j'ai 4 de mes enfants qui sont concernés par les troubles neurodéveloppementaux et que c'est génétique, il y a 80% de génétique dans ces troubles-là. Donc c'est normal que quasiment tous mes enfants sont concernés en fait. Donc à un moment donné, avant d'accuser, il faut peut-être se renseigner aussi des choses. Bien sûr, alors, vous savez, là, il y a une chose que je voudrais vous dire pour que vous compreniez bien dans quelle situation on en est dans le placement abusif des enfants. D'accord? Et là, quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai des preuves ou j'ai des amis avec qui j'ai travaillé qui peuvent le dire. La première des choses, c'est que quand vous avez un avocat qui essaie de bien faire son travail, on lui détruit sa carrière. Vous êtes au courant de ça. Donc on trouve de moins en moins d'avocats qui sont capables de prendre des dossiers de défense des enfants. Ça, c'est le premier point. Mais le pire, et là, j'en ai une en particulier, qui est une femme qui était procureure de la République, qui a voulu dénoncer des choses, on lui a suspendu son statut de procureur. Ouais, je suis pas étonnée. Ça vous étonne pas? Je suis pas étonnée parce que moi, tous les thérapeutes, les spécialistes de mes enfants, l'ASE les a intimidés depuis 1 mois, les uns après les autres. C'est-à-dire qu'ils ont lâché mes enfants les uns après les autres. Voilà, des spécialistes qui ont été menacés par la PMI. Ben voilà, ça c'est ce qu'on appelle la destruction de la vérité. D'accord? Quand vous avez, à chaque fois, mais même vous avez des services sociaux qui ont essayé de dire qu'il y a des choses qui étaient en dysfonctionnement, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'en parler. On leur casse leur carrière aussi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est submergé par le mensonge, par la turpitude, par des manipulations incroyables. Et à partir du moment où vous avez des pièces, la seule manière de les emmerder, de prouver qu'ils ont menti, c'est de publier les pièces en expliquant qu'ils ont menti, il y a un jugement qui est là, mais il y a telle pièce qui prouve que le jugement il est mensonger. Et là, voilà. Mais c'est la seule défense qu'on a, hein. Franchement, c'est la seule défense. Moi, à la base, c'était pour des cheveux et j'avais eu un expert psychiatrique au mois de décembre. Ma fille s'est arrachée le 6 février. Et ce qui est très comique, c'est que l'expert psychiatrique a dit qu'on était paranoïaque, donc la juge pour enfants a dit que les psychologues, les avocats, tout le monde aurait dû être enfermé, parce qu'apparemment on rentre tous dans la paranoïa, donc là, elle justifie les professionnels, donc apparemment elle est aussi psychiatre et tout ce qui va avec, mais l'expert psychiatrique n'a pas de numéro à débit. D'accord. Donc c'est assez interdit quand même. Oui, puis on fait passer les parents protecteurs pour fous, pour folles. Moi, le fait que je publie, que j'essaie d'apporter des preuves, de dire que mes enfants sont en danger là où ils sont, la responsable ASE, là, suite la dernière audience dont je vous parlais tout à l'heure, elle a réussi à demander une expertise psychiatrique pour moi. C'est-à-dire que là, ils essayent clairement de me faire passer pour folle, de me faire enfermer. Voilà. Alors, c'est le process. Je sais que c'est le process qu'ils ont, c'est leur manière de défense à eux. En plus, c'est un argument qui leur permet de confirmer que le placement d'enfants il est justifié. On est dans le mensonge et la turpitude. Mais quand vous faites un témoignage comme vous faites là, ils vont être emmerdés parce qu'ils vont bien savoir, ils vont bien constater que vous n'êtes pas folle. Branche-moi. Ça les emmerde. D'accord? Moi, on a justifié mes 2 psychologues qui me suivent depuis 2020. Donc, on s'est permis même de changer leur nom. Ils ont changé de nom, les pauvres personnes. Ils n'avaient rien demandé. Mais ça leur a tellement pas plu qu'ils ont fait des signalements, qu'ils ont essayé de discréditer. Il faut savoir qu'ils travaillent tous les deux à l'hôpital Guillaume-Vény, qui est quand même le plus grand hôpital psychiatrique de Rennes, et qui sont spécialisés dans la criminologie et victimologie. Ouais. Et apparemment, ils ont été discrédités par la juge pour enfants. Donc, je pense qu'elle s'est un petit peu déplacée quand même. Ils s'octroient des compétences qu'ils n'ont pas. Moi, mon avocate, pendant l'audience, a bien expliqué qu'on avait un dossier. Moi, j'avais un bon dossier. Je vous assure que j'étais persuadée que j'allais revoir mes bébés le soir même. J'y croyais.
on avait un dossier de tous les spécialistes, les thérapeutes, la MDPH, etc., qui montraient en fait pourquoi les enfants étaient suivis, comment, que je prenais soin d'eux depuis des années, en fait, tout simplement. Et elle a posé la question à Madame le juge, à l'ASE, à l'éducateur qui était présent. Elle leur a dit à quel moment vous vous substituez à des spécialistes et des médecins pour rendre un jugement. À quel moment ils font des études de médecine. Je pense qu'une juge, c'est des études de droit qu'elle fait. Enfin, je ne pense pas me tromper. Hein. Logiquement, voilà. Ce n'est pas des études de médecine. L'ASE, est-ce qu'ils font des études de droit et de médecine? Je ne suis pas sûre non plus. Non, bien sûr. Non, parce que moi, parce que déjà, quand j'avais dit que j'espérais plutôt qu'ils ne donnaient pas des neuroleptiques à ma fille ou quoi que ce soit, parce que je vois bien les tabasses qu'elle est à chaque fois. Ils m'ont dit pas du tout, j'ai pas dit ça va attendre de faire attention parce qu'elle fait le tapis quick et elles savent même pas ce que c'est le tapis quick. Donc je pense que là on a un souci quand même, c'est quand même quelque chose de très grave. C'est très grave. Et les enfants qui ont des TND, c'est pareil, hein, c'est des enfants qui ont des particularités, qui demandent un suivi particulier, une compréhension particulière de leur comportement. J'ai essayé d'expliquer au début aux éducateurs, j'aurais même envoyé des documents des associations TDAH de France qui expliquent un petit peu par rapport à l'école, etc., comment fonctionne un enfant qui a un TDAH, oui. Un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et ils m'ont dit oui. Bah, oui. Là, ça fait 2 mois, mon fils commence à être violent. Et là, on est en train de dire votre fils, il est violent. Voilà, comment ça se fait et tout. Bah, je vous expliquais, en fait, il compensait. Et là, il est en foyer, ça fait 2 mois. Et il ne tient plus, en fait, c'est tout. Il faut me rendre mon fils. Il faut juste me rendre mon fils, c'est tout. Parce que là, vous êtes en train de me mettre en danger. Mon fils est en danger avec vous. Vous voyez, ce qu'on appelle l'inversion, il provoque des conséquences, mais c'est vous qui allez être responsable. C'est ça. C'est comme ça qu'ils font. C'est quand même incroyable. Alors qu'ils privent de l'enfant de l'école, mais c'est vous qui le déscolarisez. Voilà. C'est ça. C'est que des choses. Ou sinon, ils accusent le père qui, vous voyez, je disais tout à l'heure, le père qui m'a violenté devant les enfants, ce qui a provoqué des angoisses chez le petit, sauf que le père a nié. Il a nié l'agression, il a nié les angoisses chez le petit, et le petit, ses angoisses se sont augmentées parce qu'il faut savoir que le père, début janvier, il a quand même fait 2 menaces de suicide devant mes enfants et devant moi. Ce qui est condamnable et punissable par la loi, hein, normalement. On parle beaucoup là, de ce qui arrive à Kenji Girac sur les réseaux sociaux, les stars, etc. Moi je veux bien, mais il y a des cas comme nous aussi, personne ne nous entend. C'est-à-dire qu'on va protéger monsieur. Monsieur a un droit de visite aux enfants, et ils incitent le petit de 12 ans qui est traumatisé par les agissements de son père, c'est-à-dire par les violences qu'il a fait sur moi, par les menaces de suicide qu'il a fait. Il a renié sa fille devant le petit. Le petit est traumatisé par tout ce que son père a fait. Et là, qu'est-ce qu'ils font depuis que le petit est placé? Ils n'arrêtent pas de l'intimider, de le menacer et d'essayer de l'inciter à voir son père alors qu'il ne veut pas le voir. Et en plus de ça, ils annulent le rendez-vous au centre psychotrauma de Rennes. Parce que monsieur a dit que je surmédicalisais mes enfants et qu'il n'était pas d'accord pour ce rendez-vous-là. Ben forcément, il ne reconnaît pas le traumatisme déjà à la base. Donc pourquoi il irait reconnaître le besoin qu'a son fils d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste des traumatismes pour les enfants? Vous voyez? Oui. On en arrive à un raisonnement qui est tellement tordu qu'au final, c'est mon fils qui subit. Mon fils qui a besoin, qui a des traumatismes supplémentaires, qui a besoin d'être suivi par un spécialiste. Et c'est stoppé parce que, soi-disant, c'est moi qui provoque les angoisses et les traumatismes de mon enfant. Alors que j'ai voulu le protéger. Voilà. Mais ils sont spécialistes de l'inversion des choses. Hein. Ils font ça, et à chaque fois, c'est pareil. Donc, partout, dans toutes les procédures, c'est le même système. Ils mentent et ils inversent les choses. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, on va avoir un suivi parce que j'ai intérêt à vous faire des clips parce que je pense que vous avez des pièces qui sont importantes. Hein. Donc, surtout s'il y a des accusations avec des condamnations, cela, il ne faudra pas s'en priver. Hein. Donc là, pour l'instant, la prochaine étape que vous avez dans votre association et dans vos rôles de maman, c'est quoi exactement? Alors, au niveau de l'association, c'est surtout, nous, on va se battre pour nos enfants. On continuera, même si on récupère nos enfants, ça, il faut être clair là-dessus.
on réunit le maximum de personnes, donc des professionnels, même qui sont de la PMI, donc des gens qui sont complètement infiltrés, qui font partie des foyers de la SE, il faut le savoir. Donc, ils nous donnent des indications qui sont importantes, comme par exemple, j'espère essayer tous les parents, pour les tout petits, de leur dire surtout ne mangez pas la compote, parce qu'apparemment, c'est là-dedans qu'ils mettent les neuroleptiques par goutte. Oui. Donc ça, il faut le savoir, ils ont des psychiatres à eux, des médecins à eux, pour donner des traitements qui rendent après les enfants fous. Nous, on passe en live assez régulièrement, pratiquement tous les soirs, donc c'est facile à trouver, hein, c'est Youssef Alma. On a eu un enfant, il n'y a pas très longtemps, qui est venu témoigner, il a plus de 8 ans. Et cet enfant-là, il a été enlevé de sa maman, il n'avait aucun souci de santé, il n'avait rien. Ce gamin a témoigné. Il n'est plus du tout là, il a beaucoup de séquelles au niveau mental, mais il a aussi expliqué qu'il se faisait violer régulièrement par quelqu'un qui a, dans sa tête, a c'est un enfant de 16 ans. Mais c'est assez bizarre qu'un enfant de 16 ans aurait pu servir tous les soirs. Donc on ne sait même pas si c'était un éducateur ou quoi que ce soit dans le famille. C'est dingue. Et quand ils en ont eu marre de l'enfant, parce qu'il n'arrivait plus à le gérer, parce que du coup il avait complètement explosé médicalement, ils l'ont rendu à la maman. Et aujourd'hui, la maman, elle retrouve un enfant qui est complètement handicapé, qui n'arrive même plus à le gérer parce qu'il est devenu complètement instable. C'est ça. Alors qu'elle avait laissé un enfant normal. Mais c'est souvent, hein, c'est très souvent. D'ailleurs, il y a des rapports qui sortent sur notamment, je vais dire, hein, quand ils ont 18 ans qu'on les met dehors, il y en a la moitié qui sont au chômage, qui sont dans la rue et ainsi de suite. Hein. Faut le savoir, hein, ça. Donc c'est pour ça que notre association elle fait rentrer aussi les enfants, donc tous les enfants qui ont été placés. On a des témoignages d'anciens enfants. Voilà, donc beaucoup de témoignages là-dessus. On a les mamans qui ont besoin de soutien, qui sont toutes seules, qui sont complètement abandonnées par tous les services. On aide au niveau des courriers, parce qu'il y a des mamans qu'il faut savoir, elles ne connaissent pas leurs droits, donc du coup elles ne savent pas du tout comment formuler les lettres, ce genre de choses. Donc on fait de l'administration beaucoup, tout ce qui est droit, tout ce qui est courrier pour les juges, rappel à l'ordre, les conventions de droits de l'enfant qui sont jamais respectées. Nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à changer l'article 375 qui dit mise en danger de l'enfant. Parce que mise en danger de quoi? Ils doivent amener les preuves. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ils doivent amener les preuves dans l'article 375. Donc voilà, c'est ça, c'est complètement ça. Et ils ne le font pas. On a des parents, c'est simplement, on leur a arraché leur enfant parce que trop fusionnel. Ça veut tout rien dire. On a simplement un petit hématome, l'enfant il est tombé du loup, ils ont été à l'hôpital, paf, on prend votre enfant. Donc à un moment donné, nous on regarde vraiment les dossiers pour avoir vraiment que des placements abusifs, hein, parce qu'il y a des placements qui ne sont pas abusifs, ça on tient à le préciser aussi. Oui, bien sûr. Mais là on parle que des placements abusifs, hein, d'accord? Voilà, c'est vraiment, il y a énormément, et dans la majorité des cas, c'est des placements abusifs ou à la base qui n'étaient pas abusifs, mais les parents ont vraiment fait en sorte de progresser et ce genre de choses. Donc, on devrait leur rendre des enfants parce que c'était simplement un seul véhicule, ils ont déménagé. Ça peut être des détails qui sont améliorés leur fille. Ou alors parce que souvent, c'est les mamans toutes seules qui sont attaquées. Mais on a aussi des papas tout seuls qui élevaient leurs enfants tout seuls, qui se sont fait attaquer. Donc, on a des beaux-pères aussi qui se battent pour récupérer leurs enfants. Donc, ça, c'est donc, on a un petit peu tous les métiers. Et en fait, c'est vraiment, donc on tient à préciser, hein, c'est une association, il n'y aura pas de subvention de l'État, hein, c'est le peuple et rien que le peuple. C'est ça, ça vous voilà, parce qu'on ne veut pas. Les subventions permettent de verrouiller des associations qui essaient de se défendre. Voilà, c'est ça. J'ai une association, elle est complètement verrouillée pour pas qu'on vienne me polluer. Autrement, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. D'accord? Complètement. C'est pour ça. Donc, par contre, dans votre association, si un jour vous avez, l'une ou l'autre, envie de témoigner avec une autre victime, vous me prévenez et puis on fait un autre témoignage, sans aucun problème. Hein. Franchement, plus il y a de la parole de donner, plus il y a de témoignages, plus ça peut contrarier les services sociaux et remettre la justice. Oui, parce que le problème qu'il y a surtout, c'est que les mamans ont peur de parler parce que la seule menace. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est la vie. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est l'ancienne DAS. Parce que quand c'était l'ancienne DAS, il y avait beaucoup moins de problèmes. Donc, les gens ne comprennent pas ça. Il faut qu'ils se rendent compte du pouvoir
qu'ont les services sociaux, d'accord, de manipuler un juge pour enfants. Il faut qu'ils se rendent compte de ça. Oui, il y a ça. Mais ils sont capables de... Je vais vous donner un mensonge qui m'a fait rire, mais un mensonge des services sociaux qui m'a fait rire, d'accord, qu'un juge avait repris, d'accord. On avait accusé la maman d'avoir déscolarisé son enfant, d'accord. Et les gendarmes, ils sont allés enlever l'enfant où? À l'école. Non mais franchement, quand on voit des trucs comme ça, vous trouvez ça normal? Voilà l'exemple de mensonge à la con que les services sociaux sont capables de rédiger dans des rapports. Ah oui, et les juges, ils reprennent. Hein, c'est ça. Ils reprennent, ils ne regardent même pas. Et ce que les gens n'ont pas compris aussi, c'est que l'ASE, c'est des collectifs. Donc on ne peut pas porter plainte contre un collectif. C'est pour ça que nous, on a commencé par un collectif et on regroupe tous les collectifs et on en fait dans toute la France pour vraiment tous se regrouper. Parce que ce qui est des associations, c'est les MEX. Donc les MEX, c'est les foyers. Hein. Donc, alors ce qu'il faut... Et ils s'agrandissent, les gens n'ont même pas fait attention que les chiffres deviennent énormes et qu'ils s'agrandissent de plus en plus. Et c'est ça surtout qui rapporte. Alors ce qu'il faut regarder aussi pour que les gens découvrent le mécanisme qu'il y a derrière, c'est que le département, c'est lui qui finance les foyers. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qui est propriétaire de l'immobilier des foyers. Quand vous allez découvrir qui est propriétaire de l'immobilier des foyers, avec une loi qui impose de les remplir à 95%, parce qu'il y a une loi qui est passée, d'accord? Quand vous découvrez qui est propriétaire de l'immobilier des foyers, vous comprenez les conflits d'intérêts. Et ça, vous regarderez le nom du foyer dans la région dans laquelle vous êtes, qui est l'actionnaire principal, parce qu'il y a souvent des associations, mais il faut aller chercher les noms des propriétaires de parts. D'accord? Oui, et là, vous découvrez des conflits d'intérêts, mais incroyables. Et ça, je fais exprès de le dire pour que les gens vérifient dans leur département. Parce que là, il y a un moment donné, on voit qu'il y a du détournement de fonds, mais incroyable. Voilà. On n'est pas surprise quand nous, on a été quand même signalés par le même pédiatre, le même mois, de la même manière, sur des fausses accusations, que nos enfants ont été pris du jour au lendemain, sans enquête, sans rien. Je suis désolée, mais on n'est pas psychotique. C'est juste qu'on se dit il y a un peu trop de coïncidences. Un peu trop de coïncidences pour que ça reste des cas isolés, sachant que moi, je me suis rapprochée d'associations de TDAH de la région qui m'ont dit que je n'étais pas la seule maman de famille enfant TDAH à être passée par ces urgences-là, à avoir été dénoncée, à avoir eu une IP par cette pédiatre. Voilà, alors, oui, il faut savoir quelque chose sur cette pédiatre aussi qui est important de savoir. Le CHU de Rennes en pédiatrie, il est commandé un petit peu par une ancienne référente de l'ASE. Ça, vous pouvez tous regarder au niveau de... Alors, là, vous êtes en train d'exposer une chose qui est très simple. Ils travaillent en bande organisée. C'est ça. Ils travaillent en bande organisée. Que ce soit la partie médicale, la partie sociale ou la partie juridique. Ils travaillent en bande organisée. Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est ça, parce que ça part du plus bas jusqu'à un certain niveau en haut et ça ne s'arrête plus en fait. Donc, et il faut savoir, alors moi ce que je tiens à dire aussi, c'est ce que je dis quand je distribue mes flyers aux gens qui ne connaissent pas, quand on explique ce qui est la situation. Les gens sont très réceptifs. De manière générale, on a de très, très bons retours. Les gens sont intéressés parce qu'ils ne connaissent pas. Et ce que j'explique moi, c'est que ça peut arriver à tout le monde. De toute caste sociale, du jour au lendemain, on peut vous enlever vos enfants sur un prétexte bidon. C'est-à-dire que vous soyez à la rue, pauvre, en insalubrité, ou que vous soyez dans la classe moyenne, petit bourgeois, du jour au lendemain, vous pouvez avoir vos enfants qui vous sont enlevés et votre vie qui peut être basculée. En sachant que par rapport à tous les dossiers qu'on a regardés, il y a quand même 2 cas de figure qui reviennent souvent, donc les parents tout seuls, qui élèvent leurs enfants. Mais aussi, ce qui est assez rigolo, c'est les anciens parents qui ont été placés en foyer. Ah bien sûr, alors ça, c'est les premiers fournisseurs des services sociaux. Ouais, c'est ce qu'on a remarqué beaucoup. Et ça, c'est pas normal par rapport à ça. Ah oui, ils récidivent, ils ont subi, et après, ils subissent de nouveau. C'est incroyable, mais vous avez raison de le dire. Vous avez raison de le dire, parce que les gens, ils ignorent ça, d'accord?
J'espère. Nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, hein, c'est vraiment avoir la racine de leur service. Et c'est vrai que les gens qui ont tendance à laisser les parents, donc il faut savoir ça au niveau de la sécurité sociale, arrêtez de les laisser prendre vos enfants sur la sécurité sociale. Ça leur permet de les médicamenter, ça leur permet de tout prendre au niveau des droits des enfants. Ils n'ont pas le droit. Légalement, c'est interdit. Ce sont pour les mineurs simplement qui sont réfugiés ou alors que vous êtes géographiquement éloignés. Ouais. À la base, c'est ça les lois, ou que vous refusez les soins de vos enfants. Ouais. Ce n'est pas... ils se permettent des droits, ils ont pris comme une habitude. En gros, nous, on a l'habitude de changer tous les jours, et ben, ils ont pris la même habitude. Ça a marché une fois, ça a marché deux fois, alors on continue, personne ne dit rien. Personne ne dit rien, donc ils continuent, et ils s'octroient des droits qu'ils n'ont pas. Voilà, vous cassez ce truc-là, vous battez pour récupérer les droits de l'enfant sur le condamné, et automatiquement, vous allez réussir à récupérer votre enfant parce qu'ils ne pourront plus cacher tous les soins. Voilà. Parce qu'en fait, ils commencent par des petites choses et puis au fur et à mesure, ça monte en crescendo. Alors qu'on commence par vous enlever un droit que vous avez, un autre droit sous un autre prétexte. Et puis au fur et à mesure, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus accès à votre enfant. On vous coupe. La base de l'ASE, c'est de couper le lien entre le parent protecteur et l'enfant. Alors qu'à la base, les conventions de droits de l'enfant disent bien que c'est le lien qui doit être privilégié. Mais ça, ils ne sont pas compris. Ils ne le respectent pas, et pourtant, c'est la première fois qui doit être. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que votre témoignage associatif, il est précieux. D'accord ? Il est très important et, à mon avis, j'ai l'impression qu'on aura peut-être d'autres rendez-vous. J'en ai la certitude. Avec plaisir. Avec plaisir. Hein ? Avec peut-être une autre maman victime qui sera avec vous, ou je sais pas quoi, une ou deux qui l'invitent pour lui donner la parole, pour bien montrer que parce qu'on en a qui, il y en a qui ont le courage de parler parce qu'ils le font sur les dates ou les soirs et tout. Ça leur fait du bien et il y a de plus en plus de personnes qui osent parler. Et même on pourra vous emmener aussi, parce que c'est vrai que c'est des cas plus rares, des papas qui ont essayé de protéger leurs enfants, qui n'y arrivent pas. Nous, on a un papa il n'y a pas longtemps qui nous expliquait, bon, aujourd'hui ses enfants sont grands, mais ils les ont tous placés parce qu'ils étaient papa tout seuls. Ah, ben, bien sûr. Donc ça, c'était insupportable. Pour eux, c'était inacceptable. D'accord. En tout cas, moi, ce que je veux dire, parce que là, on arrive, ça fait 1 heure hein, quand même, c'est dingue, donc ça part vite. Mais c'est pas grave, on aura l'occasion de refaire un autre témoignage, un autre rendez-vous, parce que votre association, elle aura sûrement d'autres contacts et d'autres manières de dire des choses. Mais en attendant, je vous redonne un autre rendez-vous quand vous m'aurez envoyé des pièces que je vais mettre en clip pour que je vous montre les clips et que vous parliez de toutes les pièces que vous allez me communiquer. Ça sera un petit clin d'œil pour pouvoir montrer le type de mensonge que vous avez subi toutes les deux. On fait comme ça ? Merci beaucoup. Merci. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Merci à vous. Bon, on en reste là pour aujourd'hui et puis on se donne rendez-vous pour une autre fois. Parfait. Hein ? Merci. Je cautionnerai votre association et on va le faire savoir. Et dans les gens de votre association, trouvez des gens qui auront envie de dire ou de dénoncer aussi. D'accord ? Ok ? Hein ? Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci.